Et alors, que devons-nous conclure? Tout théorème de mathématiques doit pouvoir être vérifié. Quand j'énonce ce théorème, j'affirme que toutes les vérifications que j'ententerai réussiront. Et même si l'une de ces vérifications exige un travail qui excéderait les forces d'un homme, j'affirme que si plusieurs générations, 100 s'il le faut, jugent à propos de s'atteler à cette vérification, elle réussira encore. Le théorème n'a pas d'autre sens, et cela est encore vrai si dans son énoncé, on parle de nombres infinis. Mais comme les vérifications ne peuvent porter que sur des nombres finis, il s'ensuit que tout théorème sur les nombres infinis, ou surtout sur ce qu'on appelle ensembles infinis, ou cardinaux transfinis, ou ordinaux transfinis, etc., ne peut être qu'une façon abrégée d'énoncer des propositions sur les nombres finis. S'il en est autrement, ce théorème ne sera pas vérifiable, et s'il n'est pas vérifiable, il n'aura pas de sens. Et il s'ensuit qu'il ne saurait y avoir d'axiome évident concernant les nombres infinis. Toute propriété des nombres infinis n'est que la traduction d'une propriété des nombres finis. C'est cette dernière qui pourra être évidente, tandis qu'il faudra démontrer la première en la comparant à la dernière et en montrant que la traduction est exacte. Les antinomies auxquelles certains logiciens ont été conduits proviennent de ce qu'ils n'ont pas pu éviter certains cercles vicieux. Cela leur est arrivé quand ils considéraient des collections finies, mais cela leur est arrivé bien plus souvent quand ils avaient la prétention de traiter des collections infinies. Dans le premier cas, ils auraient pu éviter aisément le piège où ils sont tombés, ou plus exactement, ils ont eux-mêmes tendu le piège où ils se sont amusés à tomber, et même ils ont été obligés de faire bien attention pour ne pas tomber à côté du piège. En un mot, dans ce cas, les antinomies ne sont que des joujoux. Bien différentes sont celles qu'engendre la notion de l'infini. Il arrive souvent qu'on y tombe sans le faire exprès, et même quand on est averti, on n'est pas encore bien tranquille. Les tentatives qui ont été faites pour sortir de ces difficultés sont intéressantes à plus d'un titre, mais elles ne sont pas entièrement satisfaisantes. M. Zermelo a voulu construire un système impeccable d'axiomes. Mais ces axiomes ne peuvent être regardés comme des décrets arbitraires, puisqu'il faudrait démontrer que ces décrets ne sont pas contradictoires, et qu'ayant fait entièrement table rase, on n'a plus rien sur quoi l'on puisse appuyer une semblable démonstration. Il faut donc que ces axiomes soient évidents par eux-mêmes. Or, quel est le mécanisme par lequel on les a construits? On a pris des axiomes qui sont vrais des collections finies. On ne pouvait les étendre tous aux collections infinies, on n'a fait cette extension que pour un certain nombre d'entre eux, choisis plus ou moins arbitrairement. À mon sens, d'ailleurs, ainsi que je l'ai dit plus haut, aucune proposition concernant les collections infinies ne peut être évidente par intuition. M. Russell a mieux compris la nature de la difficulté à vaincre. Il ne l'a cependant pas entièrement vaincu, parce que sa hiérarchie des types suppose la théorie des ordinaux déjà faite. Quant à moi, je proposerai de s'en tenir aux règles suivantes. Premièrement, ne jamais envisager que des objets susceptibles d'être définis en un nombre fini de mots. Deuxièmement, ne jamais perdre de vue que toute proposition sur l'infini doit être la traduction, l'énoncé abrégé de propositions sur le fini. Troisièmement, éviter les classifications et les définitions non prédicatives. Toutes les recherches dont nous avons parlé ont un caractère commun. On se propose d'enseigner les mathématiques à un élève qui ne sait pas encore la différence qu'il y a entre l'infini et le fini. On ne se hâte pas de lui apprendre en quoi consiste cette différence. On commence par lui montrer tout ce qu'on peut savoir de l'infini sans se préoccuper de cette distinction. Puis, dans une région écartée du champ qu'on lui a fait parcourir, on lui découvre un petit coin où se cachent les nombres finis. Cela me paraît psychologiquement faux. Ce n'est pas ainsi que l'esprit humain procède naturellement. Et quand même on devrait s'en tirer sans trop de mésaventures antinomiques, cela n'en serait pas moins une méthode contraire à toute saine psychologie. Monsieur Russell me dira sans doute qu'il ne s'agit pas de psychologie, mais de logique et d'épistémologie. Et moi, je serai conduit à répondre qu'il n'y a pas de logique et d'épistémologie indépendantes de la psychologie. Et cette profession de foi clora probablement la discussion, parce qu'elle mettra en évidence une irrémédiable divergence de vue.